Alors, maintenant, on va parler des arcs de prolongement et des arcs prolongés. C'est des plongements, pardon, plongement, arc plongé. Définition. Soit F défini de I à valeur dans Rn, une fonction de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, définie sur un intervalle I de R. On dit que F est un prolongement. Si F satisfait les trois conditions suivantes, la première, c'est que F doit être injective. La deuxième, F doit être régulier en tout point de I. Et l'application F bar qui a chaque I, qui est défini de I à valeur dans F de I est un homéomorphisme. Donc, définition, nous avons soit F, une application I définie de Rn, de I à valeur dans Rn, une fonction, une application de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, définie sur un intervalle I de F, on dit que F est un plongement si 1. F est injectif. 2. F est régulier en tout point. Ça veut dire que pour tout T appartient à I, F' de T est différent de 0. Point. L'application, donc l'application F bar définie de I à valeur dans F de I est un homéomorphisme. Est un homéomorphisme. Homéomorphisme. Alors, on peut commenter un petit peu cette définition. Donc, F est injectif, ça veut dire votre arc, c'est un arc qui est simple. Pour tout T appartient à I, f' de T différent de 0, ça veut dire que vous avez un arc régulier. Alors, le fait d'avoir un seul arc qui satisfait ces conditions-là, cela permet de dire que tout l'arc que vous avez, l'arc géométrique que vous avez, toutes les autres paramétrisations, ce sont des paramétrisations qui sont plongées. C'est ça le point fort, ou bien la force de ce résultat, de cette définition. Donc, je répète encore une fois, un arc plongé.
Il est à la fois simple, régulier et toutes ces paramétrisations sont des homéomorphismes. Et je vais écrire euh, voilà, ce commentaire, si on veut dire. Donc, si l'une des paramétrisations d'un arc gamma de classe CK avec K supérieur, bien, il est au moins de classe C1, K supérieur égal à 1, est un plongement et il en est de même de toutes les autres. L'arc dit plongée dans Rn et un arc plongé un arc plongé dans Rn et donc un arc simple et régulier dont les paramétrisations sont des homéomorphismes. Alors, on peut donner un exemple qui est, ou bien un cas particulier si vous voulez. Alors, toute paramétrisation cartésienne, on a dit que toute paramétrisation cartésienne est une paramétrisation qui permet de définir un arc qui est à la fois simple, régulier, et on peut dire que les paramétrisations de cartésiennes, ce sont des paramétrisations qui sont homéomorphismes. Des homéomorphismes. Ça veut dire quoi un homéomorphisme? C'est une application qui est continue et elle est bijective et sa réciproque est bijective et continue aussi. Sa fonction réciproque est continue. C'est pour cela que nous avons l'exemple suivant. Donc, pour parler de la paramétrisation cartésienne comme cas particulier ou bien un exemple de ce prolongement. Alors, il est simple et régulier, comme démontré préalablement. Et puis, c'est une bijection, il admet la réciproque qui est continue. Il est continu et il admet une réciproque qui est continue. On va voir comment. Regardez l'exemple. Nous avons toute paramétrisation
cartésienne de glace CK avec K supérieur ou égal à 1 est un plongement en effet, là je vais expliquer pourquoi, soit IF, une paramétrisation cartésienne et supposons F1 de t est égal à t pour toute t. Alors, F est injectif, F' de t est différent de 0. Pour toute t, pour toute t, et, pardon, pour toute t, euh, alors, euh, bien de plus, l'application est F de i, qui est en fait défini de f de i à valeur dans R, et qui a chaque x1, xn, on fait associer x1. Rappelez-vous que nous avons parlé aussi des fonctions partielles et continues, et c'est la réciproque de la fonction f de i à valeur dans f de i. Voilà, donc en définissant le plongement, on peut caractériser de nouveau les arcs par leur support. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez deux paramétrisations qui sont considérées comme deux plongements, donc F et G, alors pour que F définisse le même arc géométrique, il suffit, ça veut dire que nous avons une équivalence, qu'il ait la même image. Et on va voir la démonstration.
Donc, une nouvelle caractérisation des arcs. Caractérisation de certains arcs par leur support, théorème, soit f une fonction définie de i à valeur dans Rn et g une fonction définie de g à valeur dans Rn. Deux plongements de classe CK avec k supérieur ou égal à 1, que f et g définissent le même arc géométrique. Il faut et il suffit qu'ils aient la même image. Démonstration. Donc, dans un sens, elle est évidente parce que si f et g définissent le même arc géométrique, ça veut dire qu'elles sont ces cas équivalents ou bien, bon, ils sont dans le même arc géométrique, donc ils sont considérés comme même par la paramétrisation, reparamétrisation des arcs géométriques. Maintenant, c'est normal qu'elles possèdent la même image. On en a parlé avant, parce qu'on a dit que deux arcs qui sont définis par une relation de ces cas équivalents, donc ils ont la même image, tout arc paramétrique qui qui appartient à à un seul au même arc géométrique, définit le même arc géométrique et euh, admet le même support. Voilà, donc dans un sens, la chose elle est évidente. Démonstration. Preuve. Dans le premier sens, le sens direct, les choses elles sont évidentes. Maintenant, on va démontrer l'autre sens. Donc, on va considérer que les deux paramétrisations ont le même image. Doit montrer qu'ils définissent le même arc géométrique. C'est pour cela on suppose que FI est égal à GI est égal au support de gamma. On suppose FI est égal à GI égale sup gamma.
Donc, f est défini de i apparent dans f de i, qui est égal à gi. Et on va définir le g moins 1 cette fois-ci, qui va de g de i, g de g, pardon, à valeur dans g. Et on va noter la composition, donc c'est une fonction composée, θ moins 1, θ, pardon, qui est égal à g moins 1 rho f. On a f est égal à g rho θ, et θ est un homéomorphisme. Il suffit de montrer que θ est de classe CK, de même pour θ moins 1 de classe CK, pour dire que θ définit un changement de paramètres adéquat qui définissent un séquent difféomorphisme. Donc, on a f est égal à g rho θ, θ est un homéomorphisme. Il suffit de montrer que θ est de classe CK. De même, pour θ moins 1 de classe CK. Pour cela, on montre que θ est de classe CK au voisinage de chaque point. Pour cela, on montre que θ est de classe CK au voisinage de chaque point. Soit T0 appartient à I. Supposons M0 est égal à F T0 et I0 est égal à θ de T0. L'objectif, c'est d'appliquer le théorème d'inversion locale qui permet de définir un CK difféomorphisme en définition, en cherchant une restriction de G à l'intervalle G inter I. Comment? Regardez. Alors, soit T0, donc soit T0, soit T0 appartient à I. Fixé. Faisons M0 est égal à F T0 et U0 est égal à θ T0. Qu'à chaque T0, on fait associer F de T0 avec F de T0, c'est égal à M0 et qui est associé à θ à U0 qui est égal à θ de T0 par l'application G moins 1. On a d'après ce qui précède, on a G' U0 est différent de 0 car
G' différent de zéro sur G. On a dit que ce sont deux G et F sont deux plongements. Donc, on a le droit de dire que G' est différent de zéro. Donc, il existe un I, sachant que G' I est zéro différent de zéro. D'après le théorème d'inversion locale appliqué à GI, il existe un intervalle I contenant I0 est tel que GI restriction à G inter U définie de G inter U à valeur dans GI, G inter U. Alors, ça veut dire on définit un certain G, une nouvelle application G qui est la restriction de petit gi à l'intervalle G inter I et est un séquent difféomorphisme. La F est égale G rho θ, FI est égal à GI rho θ. Pour t proche de T0, G est égal à G et θ est égal à G moins 1 FI. On déduit que θ est de classe séquent. Pour T proche de T0, GI est égal à G et θ est égal à G moins 1 rho FI. On en déduit que θ est de classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez deux plongements et que les deux plongements définissent le même arc géométrique, il est très naturel qu'ils ont le même support géométrique. Mais normalement, mais maintenant, vice-versa, ça veut dire si ils ont le même support, ils définissent le même support géométrique, donc, est-ce qu'ils définissent la même image? On doit montrer qu'ils sont liés par un cycladiféomorphisme, ça veut dire il y a une relation d'équivalence, de cycladique équivalent entre les deux. C'est ce qu'on a essayé de faire sortir par cette démonstration. Donc, on a défini un certain θ qui satisfait les conditions de cycladiféomorphisme et qui est l'objet de liaison d'une relation entre F et G, ce qui permet de dire que F et G sont six cas équivalents, donc ils définissent le même arc géométrique. Maintenant, on va passer à l'étude des plans, des arcs plans et qui sont simples. Donc,
On va passer tout d'abord par l'étude de la tangente de la courbe. Donc, étude, il y a des questions? Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Donc, 2, 2, 4, étude affine des arcs plans. Plans. C'est des arcs qui sont à valeur dans R2. Dans ce paragraphe, on considère les courbes de R2 et soit gamma un arc plan simple de classe CK, ça veut dire avec K supérieur ou égal à 2, défini par la paramétrisation F définie de I à valeur dans R2 et chaque M, et un point M est égal à F de A, un point de l'arc gamma. Donc, dans ce paragraphe, on considère les courbes de R2 soit gamma, un arc long, simple, de classe séquent, avec K supérieur ou égal à 2, défini par la paramétrisation F de I, défini de I à valeur dans R2. Et M est égal à F de A, un point de l'arc gamma. Donc, on va étudier deux cas différents. Donc, si vous avez un arc, un point, donc on va étudier le cas d'un point qui est régulier et on va étudier, on va faire l'étude dans le cas général. Donc, premier point, donc on distingue entre deux éléments. Le premier, c'est le cas où vous avez un point régulier. Donc, A, cas d'un point régulier. On suppose que, on suppose que f' de 1 est différent de 0. La droite. Passons par
F de T et FA admet une position limite lorsque T tend vers A. Alors, si f' de A est différent de 0, de la droite passant par f de T, f de A admet une position limite lorsque T tend vers A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe admet un tangent, bien la tangente, en ce point-là. C'est ça la régularité dans R2. C'est comme dans le terminal, donc ils ont déjà étudié pour l'étude de fonction de le terminal, lorsque f' de t est différent, f' de a est différent de 0, on dit que la courbe de f admet une droite tangente en ce point-là. Et on note la droite par ce qui suit. Donc, cette position limite est appelée la tangente à la courbe en M est égal à F de A et c'est la droite suivante. Je vais la noter. Donc, cette position limite est appelée la tangente, la tangente à la courbe en M est égal à F de A. C'est la droite, c'est A, F de A plus R, F' de A. La tangente d'un point est une propriété géométrique de la courbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétés, en général, les propriétés géométriques, ils sont indépendants de la paramétrisation choisie. Ça veut dire la tangente, euh, la fonction admis, la courbe admis une position limite au point m est égal à f de a qui s'appelle la tangente. C'est indépendamment de f et de la paramétrisation choisie. D'accord? Donc, c'est pour cela on dit que la tangente en un point est une propriété géométrique. Ça veut dire elle est indépendante de la paramétrisation choisie. Parce qu'on a dit en fait que nous avons les courbes géométriques et les courbes paramétriques. Il y a une différence entre les deux. On a un point est une propriété géométrique de la courbe. Maintenant, on va passer à l'étude du cas général. Donc, B, cas général.
Alors, pour le cas général, ça veut dire quoi? Lorsque je dis que f' de A est différent de zéro, donc c'est un point régulier, je peux déterminer sa tangente en considérant c'est la droite la droite tangente qui en fait qui est considérée comme une position limite. D'accord? Dans le cas général, ça veut dire dans le cas où vous avez f étant de classe CK, pas forcément qu'il est régulier au point régulier on a un point. Ça veut dire, ça peut que, on peut avoir des cours qui ne sont pas réguliers. Ça veut dire qu'en premier dérivé, on peut avoir des dérivés qui sont nuls, mais comme et les dérivés continuellement et leurs dérivés, ils sont en fait de continu. Ça veut dire ils sont de classe séquence. Ça veut dire que la fonction que vous avez ou bien la courbe géométrique que vous avez est de classe séquence. En d'autres termes, on peut concevoir en fait un développement limité à l'ordre K. Et on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons un développement limité. Donc, en général, la fonction f étant de classe séquence, f étant de classe séquence, avec k supérieur ou égal à 2, donc admet un développement limité, à l'ordre K. Donc, et j'écris f de t, c'est égal à f de A plus la somme de i égale à 1 jusqu'à f t moins 1 à la puissance i sur i factoriel. F à la puissance i, 1 plus o plus la fonction négligeable, donc de t moins 1 à la puissance k. Alors, on suppose qu'il existe un certain i, pour i varie de 1 jusqu'à k, tel que if la IM dérivée de f au point A est différente de 0 R2. On a dit si vous avez un point régulier, donc on utilise le premier cas. Le deuxième cas, si maintenant donc le point il n'est pas régulier dans le cas général, nous avons la dérivée, la IM dérivée qui est non nulle. La IM dérivée au point A qui est non nulle. Maintenant, on prend M l'inférieur, l'inf des i, des éléments du i, là où la dérivée est non nulle, ça veut dire la plus petite valeur de i, où la im dérivée est non nulle. On va voir qu'est-ce qui se passe en utilisant le développement limité. Donc, on suppose qu'il existe un i appartient
à l'ensemble 1 de 1 jusqu'à k, tel que la ième dérivée au point A est différente de 0. 0 de R2. Et on pose M est égal à inf I appartient à 1 jusqu'à k, sachant que la ième dérivée au point A est différente de 0 de R2. D'où, donc en revenant en fait à notre développement limité, on peut reprendre l'écriture de telle sorte qu'on peut avoir cette écriture f de t en utilisant le m, c'est f de a plus t moins a à la puissance m. Ça veut dire que toutes les valeurs, toutes les dérivées qui sont plus petites que m, ce sont des dérivées avec au point A qui sont nulles. Voilà, t moins a à la puissance m, epsilon de t. Avec bien sûr la limite lorsque t tend vers A de epsilon de t est égal à 0 de R2. Alors, la séquente qui permet, la séquente en fait, ou bien la droite, qui passe par les points FA et F de t, admet comme vecteur directeur le vecteur FA, F de t. Et là donc, pour l'équation, on va voir tout de suite. Donc, la séquente, à la droite, à la courbe, joignant, joignant les points F de A et F de T, et la droite passante par F de A et admettant pour vecteur directeur le vecteur F de A, F de T, et là donc, pour équation dt est égal F de A plus R F de A, F de T. Or, F de A, F de T, donc vecteur directeur, est égal à T moins 1 à la puissance n sur R factoriel, et je peux écrire Fn appliqué à A plus un certain epsilon prime de T qui converge vers 0 lorsque t tend vers A, avec limite lorsque t tend vers A
epsilon prime de t est égal à 0 de R2. Donc, la tangente à gamma, c'est la droite que je vais écrire tout de suite. La tangente est définie. La tangente à gamma, je ne vais pas écrire la tangente, mais donc, dt admet pour vecteur directeur Fm A plus epsilon prime de t. Quand t tend vers 1, t tend vers 1, la droite dt admet pour position limite la droite T1 est égal à f de 1 plus r fm appliqué à appelé la tangente à gamma au point m est égal à f de 1. Alors, on a plus de caractérisation de point A lorsqu'on suppose de plus le fait que f de MA et FIA soient libres. Ça veut dire, en considérant cette propriété, on peut approfondir l'étude pour caractériser encore de plus le point A. Alors, regardez ce qui se passe. On suppose de plus qu'il existe I tel que I compris entre M et K, le plus grand que M et le plus petit que K, tel que le système ou la famille, le système f à la puissance M appliqué à A, f à la puissance I appliqué à A, soit libre. Faisons R est égal à 1, I appartient M plus 1 jusqu'à K, sachant, donc, tel que, pardon, F, la famille ou le système Fm, Fi
A soit libre, soit libre. On va considérer le plus petit élément qui varie de 1 plus 1 vers la valeur d'un cas pour lequel Fi, la famille Fm, dans la m composante, bien la m dérivée de 1, de la fonction f au point 1, et la m dérivée de f à la puissance au point A, soit une famille libre. Alors, f de t est égal f de A plus t moins 1 à la puissance m sur m factoriel f à la puissance m appliqué à 1 plus t moins 1 à la puissance m plus 1 et plus 1 factoriel f m plus 1 appliqué à 1. Donc, c'est la plus petite m. Rappelez-vous que m, c'est la plus petite, le plus petit élément pour laquelle la dérivée m est, au point 1 est différente de 0. Donc, maintenant, donc, on va de m plus 1, durant m plus 1, jusqu'à l'élément r qui permet d'avoir la famille libre. Fr-1 appliqué à 1 plus T-1 à la puissance R, F, R sur R factoriel appliqué à 1 plus T moins 1, pardon, plus, 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 c'est 1, vient la fonction négligeable, T moins 1 à la puissance R. Voilà. Or, comme les deux fonctions, les deux dérivés f, la m dérivée et la im dérivée sont une famille qui est libre, donc on peut écrire or f m plus i appliqué à 1, c'est lambda i appliqué à m fois f de m, donc la m dérivée appliquée à 1 avec m plus i inférieur à f. Ça veut dire que ce sont ce sont des éléments qu'on peut écrire en fonction des autres. On obtient alors f de t est égal à f de A plus f de m appliqué à 1 t moins 1 à la puissance m. Tout cela pour réduire l'écriture en fait vers la fin. Tous ces calculs permettent en fait
Donc, lambda 1, t moins 1 à la puissance m plus 1 sur m plus 1 factoriel. Ainsi de suite. Plus f à la puissance r appliqué à 1, t moins 1 à la puissance r sur r factoriel plus t moins 1 à la puissance r. Donc, en exprimant la base f m1, f et r1, on obtient f de t est égal f de 1 plus f à la puissance m a. Je reporte dans l'expression, donc vous avez t moins a à la puissance m sur m factoriel 1 plus epsilon 1 de t plus f à la puissance r appliqué à 1 de t moins 1 à la puissance r sur r factoriel 1 plus epsilon de ou epsilon 1 de t ou epsilon 1 de t et epsilon de t tend vers 0 quand t tend vers 1. Faisant alpha est égal à t moins 1 à la puissance m sur m factoriel 1 plus epsilon 1 t bêta t moins 1 à la puissance r sur r factoriel 1 plus epsilon de on a f de 1, f de t est égal à alpha, ça veut dire alpha f de m appliqué à 1 plus bêta f appliqué de r appliqué à 1. Le vecteur de 1 f de t a pour composante alpha et bêta de la base
F de M appliqué à A, F, R appliqué à A. Pour T, suffisamment proche de A. Le signe de A, de alpha, pardon, respectivement bêta et celui de T moins A à la puissance M, respectivement T moins A à la puissance R. Donc, ceci dépend du signe de T moins 1 et de la parité de M, respectivement R. Donc, on va distinguer entre les cas du point selon le signe de T moins A et aussi selon la parité de M. Donc, ceci dépend du signe de T moins A à la puissance de T moins 1 et de la parité de M, respectivement R. On distingue alors donc CM est impair et que R est pair, nous avons la disposition ordinaire. CM est impair et que R est impair, vous avez la disposition d'inflexion. Si M est pair et que R est impair, vous avez le reposement de première espèce. C'est maintenant est pair et que R est pair, vous avez le rebroussement de deuxième espèce. Donc, on distingue alors quatre cas. Nous avons M impair et R pair. Disposition ordinaire. Deuxième point, nous avons M impair et R impair. Disposition d'inflexion. Point. Si maintenant tous les deux sont, c'est le contraire, ça veut dire que M qui est pair, et maintenant que R impair,
Vous avez un point de rebroussement de première espèce. De première espèce. 4. CN est pair et R aussi pair. Vous avez un point de rebroussement de deuxième espèce. Voilà, donc, euh, c'est un exemple. Donc, comme je ne vais pas vous retenir de plus, à la prochaine fois. Je repars maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions, c'est à votre écoute.